Combien existe-t-il de planètes dans l'espace? 1 million? 1 milliard? 1 trillion? 1 trilliard? Des trilliards de trilliards? Non, c'est bien plus encore, il y en a presque une infinité. Mais quels sont les paramètres pour abriter la vie sur une planète? Combien y a-t-il de paramètres? Alors tout d'abord, il faut qu'une planète soit suffisamment proche du Soleil. Donc déjà, on peut enlever à peu près 70% des planètes. Ensuite, il ne faut pas être trop proche du Soleil non plus, sinon il y a tout qui crame, donc on peut enlever encore 10% des planètes. Ensuite, un autre paramètre, il faut que ce soit une planète solide et pas une planète gazeuse, donc on peut encore enlever 70% de ce qui reste, etc., etc., etc. En fait, il y a autant de paramètres pour abriter la vie sur une planète, quasiment que de planètes. On pourrait donc se demander, est-ce que sur Terre, on est donc la seule planète à abriter la vie? Est-ce qu'on est un miracle de l'espace? En tout cas, cette question nous amène à nous demander deux choses, à nous interroger sur deux points. C'est que si un jour on a besoin de changer de planète, on ne pourra pas. Et ensuite, que du coup, il va falloir qu'on prenne soin de notre maison, parce que c'est notre maison, et puis on n'en a qu'une. Alors, bonjour à tous, et bienvenue dans UX Designer 2049, la conférence qui challenge le film Blade Runner 2049. Je vous présente Stéphane Demange et moi Alexandre Boudin, nous sommes tous les deux UX Designers, et dans le cadre du World Usability Day qui a pour thème Designer le futur que nous souhaitons, nous allons vous parler pendant quelques minutes de design et d'écologie. Stéphane, je te laisse la main. Merci Alex. Bravo pour cette belle introduction qui me parle énormément. Je fais de films de science-fiction et d'astronomie depuis que j'étais tout petit. Donc effectivement, alors il y a probablement des milliards et des milliards de planètes, mais en fait on ne sait pas voyager dans l'espace, on n'a pas la technologie. Donc il va falloir effectivement s'atteler à s'occuper de notre propre planète. Alors, quelques éléments de contexte avant de passer non pas aux solutions, mais aux compétences en fait qu'on va devoir mettre en œuvre pour éviter le monde à la Blade Runner. Et ce monde en fait, ça peut sembler vraiment effrayant dans le film, et ça l'est. Et on n'est pas très très loin de cette vérité sordide qui est développée dans le film. Au début, dans le film, séance d'ouverture, scène d'ouverture, on voit cet enchaînement de centrales solaires partout, à perte de vue. Et on se dit que finalement, dans ce monde, finalement il y a des voitures volantes, mais ça, on s'en moque un petit peu, parce qu'on n'aura pas. Ils ont peut-être résolu un certain nombre de problèmes avec notamment l'énergie. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. En face de ces installations industrielles, il y a une catastrophe épouvantable. La ville de San Diego est devenue la décharge de Los Angeles. L'urbanisation de cette ville a été uniquement consacrée à des déchets. Et voilà, donc oui, un challenge inédit pour les humains, parce que finalement, quand on regarde notre réalité aujourd'hui, ça c'est pas la science-fiction, c'est quelque part au Bangladesh. Alors voilà, c'est une partie visible de l'iceberg, mais seulement une partie visible parce que ce qui est visible sur les plages et sur les bords des cours d'eau, c'est ce qui n'est pas allé dans l'océan. Et ça, c'est 5% en fait des déchets plastiques qui sont sur la planète. Le reste est dans l'océan. Il est en train de plonger dans les bas-fonds de l'océan, de se transformer en nanoparticules qui sont ingérées dans toute la chaîne alimentaire. Partie visible de l'iceberg. Et il y a une autre partie qui est un peu visible, dont on parle pas mal, qui est vachement médiatisée, c'est le réchauffement climatique. Et c'est quand on parle aux gens, quand les gens vous parlent des problèmes, des enjeux écologiques, ils parlent surtout du réchauffement climatique. On nous dit il faut, et l'accord de Paris nous a dit il faut limiter le réchauffement à 1,5 degré maximum si on veut préserver la vie à peu près telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc il y a un cabinet qui s'est emparé du sujet, de cette équation, pour dire finalement qu'est-ce que ça devrait être aujourd'hui si on doit se mettre en action dès aujourd'hui pour atteindre ça, 1,5 degré max à l'horizon de la fin du siècle. En fait, le résultat est assez impossible, en fait, parce que toutes les solutions qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir l'atteindre ne sont pas à notre portée. Et on va en voir quelques-unes. Je te redonne la parole. Alors on va un petit peu se faire peur avec quelques chiffres clés.
Alors du coup, si jamais on voulait préserver le monde le mieux possible, il faudrait qu'on déploie des efforts drastiques et colossaux, à commencer par les énergies fossiles. Il faudrait en fait avoir une descente énergétique extrêmement rapide et un arrêt de l'usage des énergies fossiles total d'ici environ 10 ans. Avec notre niveau de dépendance actuel, ça paraît être un challenge vraiment très élevé. En termes de trafic routier, il faudrait diminuer de 76%, donc trafic transport de marchandises comme trafic des citoyens. Ça impliquerait du coup de lourdes méthodes à imposer pour pouvoir atteindre cet objectif. En termes de trafic aérien, il faudrait aussi réduire de 72%. 72%, ça veut dire que du coup, il y a plus que 500 000 vols par an qui circulent sur la planète. Donc pareil, ça impose des mesures drastiques auprès des populations pour limiter le fait de prendre l'avion. En termes de nourriture, il faudrait réduire de 58% la production en concentrant essentiellement les efforts sur la production de viande qui est très polluante à tous les niveaux. Et à contrario, il faudrait préserver énormément la biodiversité. C'est souvent un sujet qui passe au deuxième plan parce qu'il est un peu abstrait dans la tête des gens. Alors bien sûr, il y a la partie visible qui passe à la télévision, c'est les déforestations massives dans les forêts tropicales, avec ce que ça entraîne directement au niveau des animaux qui y vivent. C'est leur maison, là, cette forêt, c'est leur garde-manger, donc du coup, les espèces disparaissent à un rythme effrayant. Et c'est aussi vrai dans nos champs, puisqu'il n'y a plus d'insectes, il y a 80% des insectes qui ont disparu dans les champs cultivés de manière intensive, de même que les oiseaux, puisque les oiseaux sont des insectes. Donc il y a 30% d'oiseaux en moins. Voilà, donc tous ces efforts-là, va falloir arrêter l'hémorragie, moins 40% quasiment d'espèces terrestres en moins 76% sur les espèces qui vivent dans les eaux douces, et puis dans la mer, c'est près de 40% des espèces marines qui ont disparu. Plus près de nous, dans nos vies quotidiennes, l'équation est aussi très très compliquée, puisqu'on est plutôt dans une croissance complètement inverse. Le streaming se développe de mois en mois, et bien il faudrait diviser par 3 notre consommation de contenu streamé. Et il faudrait globalement, au niveau du numérique, arrêter de faire n'importe quoi, notamment les milliards de smartphones qu'on a réussi à produire en quelques années. Aujourd'hui, un smartphone, il fait 4 fois le tour du monde pour être produit. Surtout, il exploite des ressources qui sont en quantité limitée, qui ne seront pas renouvelables, qu'on ne sait pas recycler, ou très très mal, ou à un coût prohibitif, et qui se font dans des conditions sociales et environnementales qui ne seront pas acceptables. Donc ici, vous voyez l'extraction de certaines terres rares en Chine. La Chine dit oui parce que c'est son industrie, et parce que finalement, quand il y a du business, l'environnement vient au deuxième plan. Donc ça, ce qu'on ne fait pas chez nous, eux, ils le font. Alors globalement, après avoir vu ces constats, et il y en a plein d'autres à faire, on peut s'arrêter, on peut passer toute la soirée là-dessus à regarder tout ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? C'est qu'aujourd'hui, si on replace un peu l'équation sur notre métier de designer, c'est que en fait, on fait un travail, vous avez certainement dû voir ces matrices à 3 bandes entre le business, la viabilité économique, la faisabilité technique et puis la désirabilité. Notre travail il est incomplet. Parce que quand on fait ça, on répond certes à l'équation on va dire, économique qui permet à une entreprise de déployer des produits et des services, mais on a oublié la nature. Et la nature, c'est pas juste pour se dire je réponds à des critères vertueux qui vont faire que les consommateurs auront plus confiance en moi, c'est simplement ce sont des limites physiques. S'impose à nous. Un banquier vous impose des limites économiques, vous les acceptez, sinon il ne vous donne pas d'argent. Un consommateur, si vous lui donnez un produit qui ne répond pas à ses usages, il ne l'achète pas. La nature, si vous tapez dedans et vous ne prenez pas en compte ces limites, et bien un jour, les limites s'imposent. Donc l'espace de design, pour redesigner le monde d'aujourd'hui, en fait, c'est pas le monde de demain, ça s'appelle le design 2049, c'est pour éviter le monde de 2049.
on doit travailler dès à présent. Donc c'est ce petit espace des possibles qu'il va falloir travailler ensemble. Il y a quelques années, l'ONU s'est penchée sur un gros travail pour définir 17 objectifs de développement durable. On s'est permis de les resynthétiser pour simplifier dans le cadre de cette conférence. Globalement, ces 17 objectifs balayent un peu l'ensemble des différentes disciplines concernées par les problèmes d'écologie, de réchauffement climatique, etc. Alors, pour les passer en revue rapidement, on a la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le gaspillage, on a l'amélioration de la santé publique, on a l'amélioration de l'éducation en général et l'amélioration de la connaissance en écologie chez ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, comme chez ceux qui ont aussi accès à l'éducation. On a aussi la lutte pour l'équité et l'égalité des personnes sur plusieurs plans, que ce soit le plan social, le plan des richesses, que ce soit sur le genre, avec aussi le fait de pouvoir dénoncer les discriminations qui sont faites. Il y a aussi des enjeux autour de l'eau potable, le fait de pouvoir préserver l'eau potable, le fait de pouvoir garantir l'accès à l'eau à toutes les populations. Il y a des enjeux autour de l'énergie aussi, le fait de pouvoir utiliser des énergies plus propres et de manière générale réduire notre consommation d'énergie. Il y a l'amélioration des conditions de travail, avec le fait aussi de favoriser des entreprises qui proposent des bonnes conditions de travail dans nos actes quotidiens. Il y a l'amélioration de la réutilisation et du recyclage des matériaux et des différents objets. Il y a l'amélioration des mobilités durables. Il y a l'action pour la protection des mers, des océans et de la vie aquatique en général. L'action pour la sauvegarde de la forêt, la reforestation et le fait de préserver la faune et la flore. Il y a la lutte pour une justice climatique et sociale. La création de partenariats vertueux pour avoir des projets à impact positif et la lutte contre les différentes formes de pollution de gaz, donc tout ce qui est gaz nocif et aussi les quantités de CO2. Alors avec Stéphane, du coup, on s'est réunis, puis on s'est dit on va travailler à faire un top 10, comme on peut le voir sur YouTube des fois, un top 10 des compétences qui pourraient être intéressantes en tant que designer à pratiquer dès demain pour essayer de créer un futur meilleur que ce que c'est parti jusqu'à maintenant. Alors on va enchaîner. La première compétence, la numéro 1, c'est Ethic by Design. Alors qu'est-ce que c'est Ethic by Design? Ethic by Design, c'est le fait d'inclure par défaut dans chaque projet une notion d'éthique. Alors, ça peut paraître un peu flou. Quand on veut intégrer une notion d'éthique, on a une question à se poser, c'est comment designer des services et des produits au regard des questions de société contemporaine. En fait, c'est un raisonnement à avoir en collectif lors de chaque projet, et en se posant la question suivante, comment faire pour bien faire? Alors parfois, l'éthique, il y a des choses qui vont être... parfois, disons que les éléments vont être clairs, on va pouvoir juger si un élément est éthique ou pas assez facilement, puis des fois la frontière va être plus mince. L'essentiel, c'est de déterminer ça en collectif et d'essayer de faire en sorte que pour chaque projet, l'éthique soit intégrée et d'avoir le moins de points négatifs possible en termes d'éthique. Alors du coup, ça, en fait, alors pour chacune des compétences, vous avez ici des pictogrammes. En fait, c'est pour dire la compétence, quel objectif de l'ONU elle impacte. Sur l'éthique, vu que c'est quelque chose d'assez global, tous les objectifs sont impactés, puisque en fait, ça va dépendre du projet, chaque projet aura ses objectifs. Mais si tout le monde inclut l'éthique dans chacun des projets, tous les objectifs, c'est vrai que l'éthique, ça peut avoir ce côté un petit peu abstrait, un petit peu, on ne sait pas comment l'opérationnaliser, mais il y a des outils qui permettent de l'opérationnaliser de manière très concrète. Et je vais vous en exposer 3 qui sont assez simples à mettre en œuvre. Le premier, c'est l'analyse de l'existant. Quand vous êtes dans un projet, c'est quelque chose qu'on fait souvent en UX design. Mais dans l'analyse de l'existant, ça peut être le fait d'analyser la documentation, tout ce qui existe autour du projet, et de répertorier tous les points qui, en termes d'éthique, nécessitent de se poser des questions. Et cette analyse de l'existant, elle permet de déboucher sur une cartographie éthique. La cartographie éthique, c'est le fait de prendre les différents points qu'on a relevés et de les classer entre qu'est-ce qui est dans la lumière, qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qui est plutôt flou à discuter, et d'essayer ensuite de prendre chacun des points qui sont dans l'ombre, dans l'aspect négatif, et de voir comment on peut travailler dessus pour les transformer en points positifs. Il y a un autre outil qui s'appelle l'audit d'éthique, qui ressemble un petit peu à l'audit d'ergonomie. L'audit d'éthique, ça consiste à auditer un service ou un produit déjà existant et à en relever les différents points en termes d'éthique.
Il y a le collectif des designers éthiques qui a sorti cette année un outil qui s'appelle la méthode de diagnostic du design attentionnel. C'est un outil qui se concentre sur une branche de l'éthique, donc qui est le design de l'attention, et qui permet en fait de se poser pas mal de questions par rapport à des services digitaux qui existent dans notre quotidien. Alors, en termes d'exemples concrets, il y a déjà des entreprises qui ont commencé à se poser des questions et à inclure l'éthique au cœur de leur pratique. J'ai trouvé plein d'exemples, mais quand ils ont eu cette vraie réflexion de mettre la vie privée au cœur de leur entreprise, et aussi cet aspect de redistribution de la richesse avec les recherches que l'on fait sur le moteur de recherche. Alors, autre compétence, alors, je ne sais pas si on peut la résumer en tant que compétence, c'est plutôt un mindset, une manière de voir, une manière de penser. C'est ce qu'on appelle la pensée systémique. Et ça nous intéresse pas mal parce qu'en UX, on a souvent tendance à utiliser, quand on fait des expériences maths, à regarder des choses de manière linéaire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a des interactions, etc. Et en fait, la pensée systémique, c'est de dire que, globalement, toutes les choses sont interconnectées. Et ça permet, alors évidemment, quand on regarde ça, on dit que c'est complexe. Oui, c'est complexe. Et c'est la matérialisation, c'est la représentation graphique de la complexité et du fait que les choses sont interconnectées. Donc l'idée qui est derrière le design, la pensée systémique, c'est de dire qu'on a besoin d'avoir cette globalité, d'avoir cette vue dans le temps, cette vue qui n'est pas linéaire, cette vue qui est cyclique, et de comprendre en fait toutes les relations, toutes les interconnexions dans l'écosystème. Là, on parle vraiment de relations à l'intérieur d'un écosystème. Donc c'est une méthode qui considère que le système de production et de consommation est lié interagit complètement avec l'utilisateur, avec ses stakeholders, avec les fournisseurs, et puis toutes les personnes qui vont dépendre de la production et de la fin de vie d'un produit. Donc, par exemple, pour dire que si on n'a pas pensé ça, eh bien, il manque, on a un trou dans la raquette. Voilà, donc c'est à la fois du multicanal, pardon, c'est des entrées et des sorties, c'est, alors, sur l'exemple là que j'ai sorti, on est sur c'est quoi le système pour produire des tartes. Alors, les tartes, c'est simple, c'est un gars dans sa cuisine qui va acheter des produits, qui va mettre sa tarte au four, et qui va les sortir du four et les mettre dans sa boutique. Voilà, bah donc en fait, on s'aperçoit qu'il peut y avoir énormément d'impact en amont, pendant, en aval. Donc ce sont des outils qui ne sont pas aisés à manier. Il n'y a pas énormément de méthodologie, enfin de littérature sur le sujet. Et moi je vous recommande quelqu'un que je connais bien qui réfléchit énormément au sujet, c'est un designer qui s'appelle Fabrice Luy et qui accompagne ses clients sur la mise en œuvre de ces outils de pensée systémique. Plus proche de nous et qui a l'air un peu plus facile à manipuler, c'est le design circulaire. Je pense qu'on en parlait pendant la table ronde. Donc ça part de la même intention au départ, qui est de dire on ne peut pas raisonner en linéaire, mais en pensée cyclique. Derrière le design circulaire, il y a l'économie circulaire qui part du principe qu'on doit aller dans une trajectoire cyclique, on doit éviter d'avoir les fameuses externalités négatives, que ce soit des déchets, des consommations, du gaspillage, des consommations de ressources limitées ou de ressources énergétiques limitées. Donc, la trajectoire, c'est d'abord de se dire qu'on va pouvoir commencer à faire un peu de recyclage. Et donc ça, c'est la première étape. Mais la vision aussi, c'est de se dire que tout est cyclique. Voilà. Et qu'in fine, quand on va produire un produit ou un service, il n'y aura pas de déchets. On va réutiliser un maximum de ressources, de matières premières. Et on va s'assurer que le sourcing des matières pour pouvoir produire un produit au départ n'a pas d'impact. Donc ça veut dire qu'on va s'éviter, typiquement, d'aller chercher des ressources limitées. Des ressources fossiles, par exemple, seraient hors de question pour un design circulaire. Donc derrière ces principes-là, il y a énormément de gens qui se pensent sur le sujet, qui travaillent sur le design circulaire. On peut citer la Fondation Ellen MacArthur qui a énormément travaillé là-dessus, en partenariat avec IDEO, l'agence de design thinking IDEO.
Et puis si on doit citer un produit qui matérialise assez bien en fait ce qu'on peut faire avec une intention, en tout cas une philosophie de design circulaire, c'est le Fairphone, qui est le seul smartphone qui essaye en fait de pouvoir assurer une durabilité extrême, un recyclage total des composants, une réparation possible le plus longtemps possible, avec aussi des plans d'open source pour que vous puissiez être autonome dans la réparation de votre appareil. Voilà. Alors, le Fairphone, ça reste un épiphénomène, une toute petite part de marché, qui doit batailler avec des géants qui ont des moyens technologiques, marketing considérables. Pour autant, c'est à signaler, c'est peut-être effectivement le prémisse à quelque chose à plus large échelle. Et on enchaîne notre top 10 de compétences avec le Lao Resource Services. Alors, Lao Resource Services, c'est un clin d'œil au Lao Tech. Alors, qu'est-ce que c'est? Lao Resource Services, c'est le principe de cette méthode, c'est de designer des produits et des services de manière à ce que ces produits et services utilisent le moins de ressources possible. Mais par contre, il y a une contrainte, c'est qu'on doit garantir l'expérience utilisateur. On mélange en fait s'intéresser à l'expérience utilisateur et s'intéresser aux ressources que l'on va utiliser. Alors, pour cette méthode, globalement, en termes d'impact par rapport aux objectifs de l'ONU, elle va impacter tout ce qui est attrait à de la ressource, des choses physiques et matérielles, comme le gaspillage, l'eau, l'énergie, le recyclage, la biodiversité, etc. Concrètement, alors, on pourrait se demander du coup comment on peut l'appliquer dans notre métier de designer au quotidien. Et il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. On va partir sur un exemple concret. J'ai connu une saladerie où quand on vient acheter une salade chez eux, on a le parcours utilisateur suivant. On entre dans la boutique, on choisit une base de salade qui est dans un récipient plastique. On fait la queue pendant 1 mètre, 1 mètre 50, puis ensuite on donne sa base de salade au vendeur. Et si jamais on prend à emporter, le vendeur il ouvre la base de salade, il la transvase dans un pot en métal et il jette le récipient en plastique, ce qui fait que le plastique aura une durée de vie de 1 mètre 50. Et puis c'est pas fini parce que du coup ensuite on fait la queue, on choisit ses ingrédients, on paye, et puis à la fin on a payé et on a le droit, si on mange sur place, à des couverts en plastique, emballés dans un sachet plastique, avec un gobelet en plastique, puis une paille en plastique, puis un opercule en plastique pour le gobelet. Enfin bref, la totale, ils n'ont rien payé. Et du coup, ce type de service, c'est très facilement rechallengeable avec les outils de design de service. Notamment, je pense à un en particulier, c'est le Blueprint. Le Blueprint, c'est un des rares outils de design de service qui permet de lever le voile sur qu'est-ce qui se passe au-delà de l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe en backstage. Voilà, ça permet de voir en fait à chaque couche de service ce qui se passe. En utilisant un blueprint plus combiné à des nudges, donc les nudges c'est des méthodes qui visent à inciter les utilisateurs à changer de comportement vis-à-vis d'un usage de service ou de produit, on pourrait réimaginer un parcours du type l'utilisateur entre dans la saladerie, choisit une base de salade directement dans un récipient dur, choisit ses ingrédients, et seulement au moment de payer, choisit s'il prend à emporter ou sur place. S'il prend sur place, il a des couverts en dur, enfin, tout comme à la maison. Et puis s'il prend à emporter, il aura un système par exemple de consigne, ce qui permet en fait simplement d'éliminer beaucoup de déchets d'un coup. Voilà, donc le Resource Services, ça permet de s'intéresser à ça. Il y a déjà des entreprises qui ont commencé à s'y intéresser. Ça fait à peu près 1 an que ça existe. Il y a le Drive Tout Nu à Toulouse qui est sorti, qui propose en fait un drive de course zéro déchet avec un système de consigne où en plus tous les produits, enfin la plupart des produits sont biosourcés et locaux. On enchaîne avec un sujet épineux, l'argent, le Lao Money Services. Alors, le Lao Money Services vient en complément du Lao Resource Services, parce que le Lao Resource Services se concentre sur les objectifs en termes de ressources, le Lao Money Services se concentre sur les objectifs humains. Qu'est-ce que c'est donc le Lao Money Services? C'est le fait de designer des services et des produits en essayant de réduire au maximum l'utilisation de l'argent dans ces services et ces produits. Alors, on pourrait se demander mais pourquoi l'argent, qu'est-ce que ça vient faire ici?
Mais en fait, le but de ça, c'est de transformer le modèle économique. Parce qu'actuellement, on est dans un modèle économique où l'argent est au cœur de tout. Si on n'en a pas, on ne peut pas faire grand-chose en général. Et le but, c'est de faire évoluer ce modèle économique vers un modèle économique où l'argent serait plus accessoire et où ce qui serait au centre, ce serait l'humain, la planète et le bien-être de la planète comme des humains. Alors du coup, pourquoi l'argent, quel problème ça génère? Premièrement, c'est quelque chose qui génère, je trouve, beaucoup de complexité dans la société. Allez prendre un crédit pour un achat d'appartement, vous allez vite voir le niveau de bazar que c'est, il faut s'y retrouver, il ne faut pas se faire piéger, il y a des entourloupes de partout. Ensuite, ça génère de la complexité, c'est aussi source de discrimination, c'est-à-dire que les riches ont accès à beaucoup de services et ceux qui n'ont pas d'argent ont accès globalement à assez peu de services. Et puis il y a un troisième, c'est le biais dans la prise de décision. Si je vous dis par exemple qu'on est en milieu fin de mois, il vous reste 10 € sur votre compte en banque, vous avez le choix entre deux types d'oranges, 1 kg d'oranges bio, local, à 8 € le kilo, et ensuite 1 kg d'oranges qui ont fait des milliers de kilomètres, qui sont imbibées de Roundup et emballées chacune dans une plastique limitée, mais à 1 € le kilo. Et ben, on n'a plus beaucoup d'argent, la décision elle risque d'être vite prise pour beaucoup de monde. Tandis que sur ce type de décision, si on retire le facteur argent et qu'on dit juste entre les oranges bio et puis les oranges qui ont fait du voyage et qui sont imbibées de Roundup, et qu'il n'y a plus le facteur argent, la décision peut rapidement basculer. Donc l'argent biaise beaucoup de prises de décision chez beaucoup de monde, que ce soit dans les entreprises, dans les gouvernements, nous en tant que citoyens au quotidien, voilà, il y a un fort impact. D'où l'intérêt de faire muter ce modèle économique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact concrètement? Ça pourrait améliorer la qualité de vie des populations qui sont en difficulté financière. Ça leur permettrait d'accéder à plus de services sans forcément avoir de sous. Ça permettrait de simplifier notre vie quotidienne sur des points de complexité qui ne sont pas forcément toujours utiles. Et ça enlèverait des biais dans la prise de décision, donc ça nous permettrait de prendre plus de décisions positives pour la planète et pas forcément en fonction de l'argent qu'on a sur le compte en banque. Alors, je vais vous donner un exemple très concret du coup, parce qu'on pourrait se dire finalement on parle d'argent, pourquoi ce n'est pas les économistes qui s'en occupent de ça? Nous, on a notre place là-dedans parce que, imaginons que la RATP se dit demain, j'aimerais bien rendre mon service gratuit à tous. Ça nécessiterait de mettre en place plusieurs outils. Le premier, ça pourrait être de l'audit des dépenses dans les parcours utilisateurs, repérer quand l'utilisateur a à faire des dépenses, dans quel parcours, et comment on peut transformer ces points de dépenses en points de gratuité et faire en sorte que le parcours soit cohérent sur son ensemble. Le deuxième, ça pourrait être aussi de s'intéresser à tout l'aspect, donc retravailler le parcours utilisateur, l'aspect blueprint, qui est très important du coup, puisqu'il va permettre de retravailler toutes les couches du service. Et le troisième, c'est l'aspect conduite du changement, parce que depuis quelques années, il y a cette notion de si c'est gratuit, c'est toi le produit qui est quand même bien ressorti. Et donc, quand c'est gratuit, il peut y avoir de la méfiance de la part de certaines populations utilisateurs. Donc, parfois, une conduite du changement peut être aussi nécessaire autour de ce type de projet. Alors, il y a des entreprises qui se sont déjà penchées sur le fait de changer de modèle, de proposer des usages de services sans argent. Il y a Give, qui est une initiative bordelaise qui consiste à faire du don entre particuliers. Il y a Donnons.org qui, lui, est globalement positionné sur la même chose, mais à l'échelle nationale. Il y a Disco Soup, qui est une initiative très intéressante, qui récupère des invendus de supermarchés, et il y a des personnes qui viennent cuisiner ces invendus, et ces mêmes personnes ensuite peuvent partager le repas. C'est un type de service où il n'y a aucune transaction financière. Il y a aussi Lilo, qui est un moteur de recherche, qui propose de redistribuer la richesse qu'on génère avec ses recherches. Le modèle économique, c'est un sujet clé. Si on prend ton exemple du 1 € le kilo d'orange qui vient de loin, qui est pesticidé, pourquoi il devrait coûter plus cher en fait? Parce qu'il a plus d'impact. En fait, si on doit réparer les dégâts qu'il cause, il devrait coûter plus cher. Et en fait, ce prix-là n'est pas pris en compte. Le jour où on met en place un modèle économique qui valorise les coûts, les externalités négatives, vous allez normalement les choses devraient s'inverser. Autre sujet sur les déchets, on a vu tout à l'heure l'état des plages dans certaines zones du globe.
le zéro waste, qui n'est pas seulement l'apanage des consommateurs qui vont faire des choix, et je encourage tout le monde à limiter au maximum ses déchets, ce qui est un vrai parcours du combattant aujourd'hui dans l'offre des supermarchés qu'on a aujourd'hui. On peut le faire aussi à échelle industrielle. Ici, c'est une initiative de designers de mode qui travaillent avec des industriels et qui ont dans leurs outils de conception cherché à réduire au maximum les chutes quand on fait des découpes de tissus. Ça peut être aussi pareil sur du cuir. Et donc, ils ont réussi à designer des vêtements et designer des solutions qui permettent en fait qu'il y ait strictement zéro matière première jetée à l'issue de la fabrication d'un vêtement. Voilà, donc c'est un exemple où le designer va travailler main dans la main avec des ingénieurs, avec des concepteurs, avec des industriels, des gens qui fabriquent des machines, des gens qui fabriquent des tissus. Voilà, et du coup, je peux vous donner une idée sur ce projet Zero Waste Fashion Design. Il y a 15% en fait de chute aujourd'hui dans le monde de la fashion. Ça représente, sur les 400 milliards de mètres carrés de tissu, ça représente 60 milliards de mètres carrés qui sont jetés. Voilà. Et donc le jour où l'ensemble des industriels de la fashion travaillent de cette manière-là, eh bien, on aura des impacts extrêmement positifs pour limiter les déchets. Et je dirais que c'est un peu pareil dans toutes les industries. Donc, tu parlais d'audit tout à l'heure. Si une entreprise commence à se faire un audit sur ses déchets, elle va se trouver des sources d'économie phénoménales, donc qui auront déjà un impact positif sur leurs achats, sur les coûts d'achat, et aussi sur les coûts parce que maintenant les gouvernements font en sorte que quand on doit balancer des déchets, ça coûte, ça vous coûte. Si vous balancez des déchets, il faut les traiter, donc ça coûte à la collectivité. Donc ils ont aussi un intérêt à ce que ces déchets soient limités. Sur le Green IT. Alors on va s'intéresser à l'aspect un peu plus informatique de l'écologie, qu'on appelle le Green IT. C'est une discipline qui est en plein essor en ce moment, qui est en train de grandir auprès des entreprises du digital. Alors qu'est-ce que c'est le Green IT? C'est le fait d'utiliser les technologies de manière raisonnée. Globalement, le Green IT repose sur trois facettes et les designers, nous, sommes concernés par chacune de ces facettes. La première, c'est la réduction des flux. La réduction des flux, c'est le fait d'acheter moins de technologies, moins de patchs d'un smartphone tous les ans, essayer de faire durer nos technologies le plus longtemps possible. Et s'il y a achat de technologie, essayer de privilégier des entreprises qui font des efforts sur le cycle de production, sur le recyclage, la réparabilité, etc. Le deuxième volet, c'est l'éco-conception. L'éco-conception, c'est concevoir pour favoriser la sobriété numérique. Et favoriser la sobriété numérique, ça se fait sur deux plans. Le premier plan, c'est concevoir des produits et services pour que l'utilisateur ait le moins possible à l'utiliser. À l'inverse de certains services aujourd'hui qui sont conçus pour créer de l'addiction chez l'utilisateur. Le deuxième plan, c'est des services. Je regarde mon anti-sèche. Oui, c'est la maîtrise des bonnes pratiques non énergivores. Par exemple, si on parle d'interface, entre écouter une musique sur YouTube, donc par une vidéo, et écouter une musique sur un lecteur qui passera que la musique et pas la vidéo aura un impact beaucoup plus gros que le lecteur de musique seul. Donc il y a des éléments, si on parle d'interface, il y a des éléments d'interface qui sont plus énergivores que d'autres. Donc globalement, le troisième volet, c'est la fin de vie. La fin de vie, alors on pourrait se demander en quoi on est concerné. La fin de vie, c'est trouver des nouveaux usages pour les objets qui semblent être en fin de vie. Donc il y a de la création d'usages, et donc derrière, ça veut dire de l'expérience utilisateur à créer et à concevoir. Alors, les impacts du Green IT sont globalement focus sur la réduction de la consommation d'énergie, la réduction des gaz à effet de serre, et plus indirectement la réduction de la consommation d'eau, et aussi par rapport au gaspillage d'objets technologiques. Si on devait prendre un exemple, un exemple très concret de nous, UX designers, qu'est-ce que ça pourrait faire du Green IT dans notre quotidien?
Imaginons que vous êtes en train de travailler sur un parcours utilisateur et que vous devez insérer un tutoriel. Peut-être au lieu d'insérer une vidéo, peut-être on pourrait remplacer ce tutoriel par éventuellement une landing page. C'est peut-être pas aussi idéal en termes d'expérience utilisateur, mais il y a peut-être quelque chose de sympa qu'on peut faire. Mais en tout cas, en termes d'impact d'émissions de CO2, ça peut être un vrai gain. Un deuxième élément, c'est par rapport à la génération de data. On voit beaucoup sur des plateformes vidéo aujourd'hui la lecture automatique. On finit un épisode d'une série, un autre épisode qui se déclenche tout seul. Ça, c'est quelque chose qui est très énergivore, puisque du coup, des vidéos se déclenchent toutes seules sans action de la part de l'utilisateur. C'est quelque chose qui pourrait être remplacé par exemple par des suggestions. Juste la vidéo s'arrête, l'utilisateur a éventuellement des suggestions, et voilà, ça s'arrête là. On ne déclenche pas de vidéo inutilement, parce que la vidéo c'est très énergivore. Alors, une autre pratique qui est pas exactement issue du monde du design, mais en fait ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une convergence entre les spécialités. On a une personne aujourd'hui qui s'appelle Isabelle Delannoy, qui est agronome de formation, qui a théorisé justement ce que je vous présentais tout à l'heure sur la pensée systémique. Elle a essayé de le faire en disant mais comment on pourrait réconcilier le système des humains, qui est un système artificiel, avec le système Terre, qui est un système naturel, et de faire que la collaboration entre ces deux univers maximise la valeur des uns et des autres. Elle a réussi à faire quelque chose qui, en tout cas, est extrêmement séduisant, puisque en agrégeant à la fois ce que savent faire des écosystèmes naturels, et pour citer un exemple, typiquement le biomimétisme, la permaculture, l'agroforesterie, donc tout un tas de techniques agricoles qui sont à zéro impact, en tout cas qui s'appuient sur des processus naturels, eh bien on va pouvoir rendre des services aux humains tout en créant de la valeur économique, c'est-à-dire quelque chose qui est monétisable. Donc elle a pensé son système pour autant viable. Les 4 dimensions qu'on a vues sur le schéma tout à l'heure, ils sont adressés avec cette théorie de l'économie symbiotique. Et je rajoute un dernier point, c'est qu'il y a aussi la volonté de partager l'intelligence collective. Et dans cette intelligence collective, ce n'est pas juste l'intelligence des humains, c'est aussi l'intelligence du monde naturel. Et si vous vous intéressez un petit peu à la science, vous allez voir, c'est très rapidement fascinant d'explorer la nature, de l'observer et de regarder le génie qu'il y a dans certains processus naturels. Et donc cette observation-là permet de nourrir en fait l'innovation et permet de résoudre des problèmes systémiques complexes. Et tout ça parce que finalement, ça part d'un principe, c'est de se dire, on le dit souvent, la nature est bien faite. Oui, la nature est bien faite et il y a plein de choses qu'on va pouvoir utiliser dans la nature pour pouvoir en bénéficier. Donc globalement, c'est une économie qui cherche à régénérer. Alors là, l'ambition est quand même pas très très loin, puisqu'il s'agit non pas seulement d'arrêter d'avoir des impacts négatifs, mais voire même de corriger les erreurs qu'on a fait par le passé. Donc le biomimétisme, j'en ai parlé, l'économie collaborative, l'open source, c'est de se dire que tout ce vu l'ampleur des problèmes qu'on a à résoudre, eh bien quand on va trouver quelque chose, on ne va pas faire un brevet, mais on va l'ouvrir à tout le monde pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est évidemment tout ce qui est low-tech, avec une volonté de sobriété, d'efficacité maximale, et de sourcer tout de fabriquer des choses qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on est capable physiquement d'avoir dans un périmètre assez local. Donc c'est une théorie qui reste pour l'instant assez peu développée, je vais être moins concret, mais il y a des petites choses, et vous pouvez le voir aussi à petite échelle, par exemple sur des immeubles, des ensembles urbains, qui vont développer typiquement des services de jardin potager, dont l'eau qui est alimentée en eau sont des eaux grises qui ont été nettoyées par les plantes. Donc les plantes assurent un rôle de filtration naturelle dans leur propriété, permettent de récupérer une eau pure qui peut être recyclée aussi, d'ailleurs pas pour être pure, mais pour d'autres usages. Et puis en même temps, ça vous fait pousser la nourriture que les habitants de l'immeuble, de l'ensemble urbain pourraient manger. Donc ça, le designer peut très bien participer à la conception de ce type de service. Il y a un autre exemple qui est assez connu. Il y a un connu qui s'appelle Jeremy Rifkin,
qui fait des conférences, passionnantes. Lui, il s'intéresse beaucoup à l'énergie, et notamment au solaire et à la pile à combustible. Il imaginait un système avec ce qu'on appelle des smart grids, c'est-à-dire une espèce d'internet de l'énergie, qui permettrait en fait, pour éviter d'avoir des usines à panneaux solaires, enfin je veux dire des centrales à panneaux solaires géantes, de dire il y a des panneaux solaires sur tous les toits d'une ville, et on va pouvoir connecter ces panneaux solaires les uns avec les autres pour pouvoir gérer les flux d'approvisionnement et de consommation de manière intelligente, pour optimiser en fait son efficacité. Donc voilà des exemples d'économie symbiotique. Ça reste, je dirais, encore à explorer. On n'a pas encore vu d'implémentation à très très grande échelle de ces principes. Avant-dernier point, mais qui est super important, c'est le storytelling. Alors c'est pas une compétence exclusive du designer, mais c'est une compétence, encore une fois, où le designer va devoir collaborer avec un spécialiste qui va l'aider. Pourquoi? En fait, parce que dans toute cette histoire de transition écologique, là on y est contraint, donc on se dit il faut y aller, on n'a pas le choix, mais l'écologie est encore vécue comme quelque chose d'extrêmement punitif, où on va dire la fête est finie. C'est un peu ce qu'on a dit au début, on va arrêter de faire n'importe quoi, de prendre l'avion, etc. Ben oui, mais parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, on a une représentation des idéaux, de nos valeurs de société qui ne sont pas compatibles avec la pérennité de la vie sur Terre. Donc il va falloir changer de modèle culturel, de schéma de valeurs pour que, en fait, on arrive à ringardiser la Porsche, les marques de luxe, toutes les choses en fait qui sont futiles et finalement nocives. Et donc je pense qu'on a absolument besoin de marques puissantes qui prennent des engagements forts, et pas seulement dans les mots mais dans leurs actions. Alors évidemment, on va citer Patagonia, qui est une marque depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années, qui est extrêmement investie dans l'écologie, dans tout ce qu'ils font. Et qui en parle très très bien sur son site internet. Je vous encourage à y aller. Alors, en termes du UX, je dirais, il n'y a rien de spectaculaire, mais c'est bien fait, et ça a été surtout incorporé de manière, je dirais, profonde dans la manière d'adresser, de vendre leurs produits. Donc, le storytelling écologique, je dirais que c'est quelque chose qui doit traverser tous les gens qui conçoivent des choses, qui conçoivent des expériences, et en particulier sur un média à forte audience comme le web. Donc voilà, travaillons avec des content stratégistes qui nous mettent des bonnes graines dans la tête, qui vont nous permettre de raconter des histoires qui donnent envie. Nous arrivons donc à la dernière compétence, qui est l'évaluation de projet. Donc l'évaluation de projet, c'est un sujet délicat aussi. C'est le fait de se dire, avant d'accompagner un projet, on va regarder quels sont ses impacts positifs et ses impacts négatifs. Et si jamais le projet a trop d'impact négatif, être capable de dire aux personnes non. Non, on ne vous accompagnera pas sur ce projet parce que votre projet, éthiquement, il n'apporte pas de valeur ajoutée à la société, au contraire, il est destructeur. Alors, non ne veut pas dire qu'après, c'est non, il n'y a rien d'autre. Ça peut être non, mais on peut vous accompagner pour transformer votre projet et le convertir en un projet qui peut être valable pour la société, qui peut avoir de la valeur pour la société et pour la planète. Donc, globalement, le but, c'est de faire en sorte que les designers n'accompagnent que des projets qui ont des vertus pour la société et la planète. Et que les personnes qui ont des projets qui ne sont pas vertueux pour la société et la planète n'arrivent plus à faire leurs projets. En termes d'impact, c'est vraiment selon le projet en fait, donc ça peut toucher l'ensemble des EDD. Et alors du coup l'évaluation c'est quelque chose d'assez subjectif, c'est quelque chose d'assez flou, alors on pourrait se demander comment on peut faire pour évaluer ces projets avant de dire oui à un accompagnement. Bien, ce qu'on pourrait faire éventuellement c'est une grille éthique qui se baserait comme il y a... alors je ne sais plus combien d'années ça fait, mais Bastien et Schiappa ont fait une super grille qui permet de faire les outils d'ergonomie aujourd'hui, il y a plus de 20 ans je crois. Peut-être ça pourrait être une grille éthique qui permet d'évaluer les projets selon les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui se base sur ces critères-là. Ça peut être aussi éventuellement une évaluation, on va dire en complément,
une évaluation ouverte, parce que chaque projet a ses spécificités qui ne rentrent peut-être pas forcément dans les cases des 17 objectifs. Voilà, c'est le fait de s'interroger sur un projet et se dire bah, oui on accompagne ou non on aide à transformer pour ensuite accompagner. Alors il y a peu d'acteurs qui ont fait ça pour le moment. Il y a quand même quelques entreprises qui ont inscrit ça dans leur organisation avec des comités d'éthique. Alors, il y a Veolia et Engie qui en ont. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est jusqu'à quel point ces comités d'éthique interviennent dans l'entreprise et quel réel pouvoir ils ont. Mais en tout cas, l'idée est là, une sorte de comité d'éthique pour chaque projet, pour se poser la question de accompagne-t-on ce projet ou pas? Est-ce bien pour la société et la planète? Oui ou non? Cette question, elle mérite de se poser. Ça permettrait de freiner beaucoup de projets qui ne sont pas forcément vertueux. Alors il est temps pour nous de conclure, mais pas n'importe comment. On a fait une petite référence, un petit clin d'œil à Blade Runner, on va faire un petit clin d'œil à un autre film que je suis sûr que vous avez tous vu. J'ai juste besoin d'une petite seconde de préparation. Vous l'avez tous vu cette scène. Vous pouvez choisir la pilule rouge et repartir ce soir en vous disant que vous avez passé un bon moment, que c'était chouette, et vous levez demain et continuez votre vie tranquillement, sans changer grand-chose. Et à ce moment-là, c'est la garantie qu'on se dirige vers un scénario à la Blade Runner ou à la Matrix, le film mythique. Vous pouvez aussi choisir la pilule verte et rentrer chez vous ce soir et vous dire que c'est plus possible de vivre comme on vit actuellement, qu'il faut absolument changer les choses drastiquement et rapidement, et quitter l'illusion de ce qu'on nous montre dans les publicités, de cette interface du monde qui est complètement fausse, regarder le back-office, la réalité, et décider d'agir dès demain. En tout cas, je vais te demander, Stéphane, de faire ton choix maintenant. C'est super dur. Personnellement, j'ai aussi fait mon choix. Maintenant que nous avons fait notre choix, eh bien, il n'appartient qu'à vous de faire votre choix. Merci à tous de nous avoir écoutés.